Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Focus, nos abonnés ont du talent. Aujourd'hui, je suis avec Raphaël, que je suis ravi de recevoir sur cette chaîne. On va vous parler théâtre, car tu es comédien, et on sort tout juste de ta pièce, qui est actuellement disponible sur Paris, La Nuit avant le paradis. Comment tu te sens à peine sorti de scène? C'est très compliqué comme sensation. Non, c'est toujours stressant. Mais les premières, c'est toujours la particularité de se dire on n'a pas assez taffé, il manque quelque chose, on sera jamais prêt, on est en retard sur tout, alors qu'au final, si, on est prêt, on a assez travaillé, etc. Non, la sortie, je dirais quand même soulagé d'avoir réussi et tenu cette première. Mais on sait que le stress va revenir la semaine prochaine, et puis dans 2 semaines, et dans 3 semaines, et dans 4 semaines, et ça va être long si je continue comme ça, mais je sais pas comment finir cette phrase. Donc tu nous parles d'un enchaînement de représentations, parce que ta pièce, La Nuit avant le paradis, j'ai réussi à le dire, j'arrive pas à le retenir, il y a 3 mots. Voilà. Actuellement au théâtre Lorette, à Paris, donc vous avez l'adresse qui apparaît. On parle d'une première, mais en fait c'est pas vraiment une première, parce que ce spectacle existe déjà depuis un petit moment. Tu peux nous raconter un peu son histoire? Alors, c'est une pièce qui a été écrite par Lilou Morille, qui est la chef du projet, qui a donc écrit cette pièce inspirée par l'histoire de sa famille. Et c'est un huis clos en alexandrin, donc c'est une ambiance un peu particulière, il faut le dire. On va suivre l'histoire d'un couple qui mène une vie plutôt heureuse, on va dire. Autant que la Seconde Guerre mondiale le dernier. Voilà, c'est pas la vie parfaite, mais enfin bon, sous l'occupation, c'est déjà pas mal. Et le problème, c'est que on va apprendre que le mari est résistant. Et non seulement il est résistant, mais en plus, il est le prochain sur la liste de la Gestapo pour être arrêté. Et il va falloir trouver un moyen pour empêcher qu'il soit exécuté. Et c'est là où intervient le beau-frère, le beau-frère du mari, qui lui travaille pour Vichy. On pourrait penser qu'il est collabo, mais en fait, peut-être qu'il fait ça uniquement pour protéger sa famille, et peut-être même qu'il a un plan pour les sortir de l'embarras. Mais est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir? Il faudra venir voir la pièce pour le savoir. Qu'est-ce qu'il est fort. Merci. T'es en place? Je suis en place. À quel moment t'as pu le jouer déjà? Au Festival d'Avignon, festival qui regroupe plein de pièces de théâtre pendant le mois de juillet. C'est pour ça de base qu'on a été casté, qu'on a taffé sur cette pièce pendant toute l'année dernière. On a eu l'occasion de la jouer 2 dates à Paris en juin pour se roder, et puis ensuite c'était parti pour le mois de juillet à Avignon tous les jours pendant une vingtaine de jours. Et là on a eu la chance extraordinaire de pouvoir la reprendre pour le mois de novembre et le mois de décembre à Paris aussi. Donc, comme je te le disais en off, moi je suis pas un grand féru de théâtre. Les seules pièces de théâtre que j'ai vues dans ma vie, c'est les pièces qu'on m'imposait à l'école, comme beaucoup de gens peut-être qui nous regardent. Donc j'étais content de pouvoir venir te découvrir sur scène, de voir cette pièce. Mais c'est qu'on se demande, tu nous le disais, vous êtes 3 sur scène, en plus de vos équipes qui vous accompagnent. Tu peux nous parler un peu du coup plus précisément? Tu dis que vous avez été casté, de comment vous êtes rencontrés, depuis combien de temps vous connaissez? Non, alors moi pour l'histoire, en fait, je connaissais déjà la metteuse en scène puisqu'on a travaillé ensemble, pas dans le domaine théâtral, parce qu'il faut bien gâter sa croûte. Donc on travaillait ensemble dans le même escape game, on était collègues. On s'est rencontrés là-bas, je savais qu'elle faisait du théâtre, moi aussi, on avait parlé de ça. Et puis elle a lancé un casting où elle cherchait un rôle pour une pièce. J'avais déjà été voir d'autres pièces qu'elle avait écrites elle-même, puisqu'elle en a écrit beaucoup. Elle a sa propre compagnie qui s'appelle La Plume et la Cigale. C'est une très belle compagnie, il faut la suivre, c'est très bien ce qu'ils font. Et pistonné donc. Alors, non, j'ai passé un casting avec d'autres personnes aussi, et j'ai été pris. Voilà, c'est tout simplement. Lilou, je la connaissais déjà, la metteuse en scène qui s'appelle Célia Astier, rien à voir. Avec, dommage. Donc elle, je la connaissais parce que je l'avais déjà vue jouer dans une des précédentes pièces de Lilou. Donc il n'y avait pas trop cette appréhension de pas connaître, de se lancer dans l'inconnu. Après, il y avait quand même l'impression de je ne sais pas ce que ces gens valent en travail. Ils ne savent pas ce que je vaux moi en travail. Et on s'est rencontrés du coup avec le 3e larron, le fameux Bruno Bonhomme. On embrasse. Qu'on embrasse et qui est en place de ouf. Quel homme! On en parlera plus tard dans la vidéo. Watch time quand on parle de Bruno. Donc que je connaissais pas, mais qui était très sympa. En fait, puisqu'on a tous été castés par la même personne qui savait ce qu'elle recherchait, qui de base est elle-même très sympa. Je savais que l'équipe allait être bien. L'avantage d'être 3, c'est que c'est difficile de pas s'entendre. Enfin, il n'y a pas 1000 caractères différents. On vit très bien en groupe. 3 plus la metteuse en scène, donc 4 en fait si je compte bien, et je me perds dans ces histoires, mais non, l'acclimatation se fait plutôt bien. Il y a le stress, on est tous là pour un objectif commun, aucun de nous 4 n'avait fait Avignon, donc on s'est mis la même pression, mais le même plaisir de travailler tout simplement. En fait, on n'a pas spécialement préparé pour Avignon, on l'a plus préparé comme on pourrait préparer n'importe quelle autre pièce de théâtre, c'est-à-dire avec le but juste de faire la meilleure représentation possible, et puis après voilà, on a abordé Avignon en toute sérénité, donc fort, en fait. aucun stress. On a pu avoir l'équipe assez solide pour faire des bases assez solides et pouvoir proposer quelque chose de sympa
pendant l'été. Donc un enchaînement tous les jours. Là, on va passer à une représentation semaine jusqu'à quasiment fin décembre. Donc on imagine plus serein, plus d'expérience, même si c'est toujours des nouveaux challenges, des nouveaux publics qui changent tout le temps. Là, on était dans une salle de 50 places. On devait être à peu près une vingtaine. Donc à chaque fois un nouveau challenge, ou alors, parce que des fois, sans cracher dessus, attention, mais typiquement à Avignon, on l'enchaîne tous les jours. Des fois, on est un peu moins dedans et on y va, ou c'est toujours la même énergie, la même envie, la même niaque. Très bonne question. Ça m'arrive. Non, la niaque, on l'a toujours. En tout cas, la volonté de proposer quelque chose de bien, on l'a toujours. Après, est-ce qu'on y arrive dans les faits? Ça, c'est différent. Il y a des soirs, forcément à Avignon surtout, on est fatigué. Il y a des soirées la veille où on s'est endormi plus tard que prévu. Il y a des jours, au contraire, on va être beaucoup plus énergétique. Le résultat sera jamais le même, effectivement, d'un jour à l'autre. Donc, il y a effectivement des représentations qui sont un peu en dessous. Après, nous, on a travaillé suffisamment pour faire en sorte que même le minimum de ce qu'on pourrait proposer sera toujours, d'un point de vue spectateur, quelque chose d'assez clean à regarder, sans défaut, sans rien, qui fait qu'on sait qu'on peut être fier de nous, peu importe la qualité de la prestation. Après, c'est sûr que le rythme d'une représentation par semaine, ça change pas mal, puisqu'on a le temps de se perdre, en fait, en une semaine. Je pense que, en fait, l'avantage de tous les jours, c'est que t'as toujours le rythme, tu chopes une espèce de routine qui fait que t'avances petit à petit, tu sais ce qu'il faut changer du jour pour le lendemain, hop, tu t'adaptes, tu continues, tu t'améliores, etc. Là, en une semaine, on a, je pense, le temps d'oublier. Faut pas prendre la confiance, je pense. En fait, c'est vrai qu'à l'heure où on tourne la vidéo, c'est que la première. Donc, je ne sais pas ce que ça fait, ce rythme d'une représentation par semaine. Tu me diras en commentaire. Je pense que le piège, ça va être effectivement de pas se reposer. Ce serait tentant de se dire d'être plus serein, mais je pense qu'il faut aussi chercher la progression, évidemment représentation après représentation, ce qui est plus facile à faire quand on a une représentation par jour. Tu nous parlais de ta préparation. La pièce fait 1 heure. Il y a même, sans trop spoiler, des scènes d'action. Ça serait intéressant de savoir combien de temps ça se prépare en amont. Nous, on avait 2 répétitions par semaine à partir d'octobre 2024 jusqu'à juin, du coup, 2025, de 2 à 3 heures à chaque fois. D'abord, tu dois apprendre le texte. Ça te prend 1 mois facile. Et puis après, on a tout le travail sur les personnages, se l'approprier, faut imaginer un passé, une histoire. On faisait pas mal d'improvisation. Puis après, il a fallu petit à petit commencer à travailler la mise en scène, les déplacements. Enfin, c'est effectivement très très long pour que ça devienne ce que c'est aujourd'hui. Pour faire une pièce de 1 heure, 1 heure et quart, il faut tout ça de travail. Après, je ne sais pas en fait si d'autres projets ont pu être aussi demandeurs en travail, en énergie. Je pense que ce qu'on a fait, c'est la base. Puis on continue à travailler. En fait, même chaque représentation, c'est un travail en plus. Les dates de rodage à Paris qu'on a fait en juin, elles nous ont servi à changer des choses, parce que jouer devant un public, c'est pas pareil que jouer en répétition. Chaque représentation d'Avignon nous servait aussi à améliorer la suivante. À la fin de chaque représentation, on avait notre metteuse en scène, Célia, qui nous faisait des petits retours. Et on recevait tous ces retours, toujours dans la bienveillance, mais dans l'esprit de progression. Oui. Non, pour le coup, toujours dans la bienveillance. Il n'y a pas eu d'embrouille. Pas de drama. Tu veux des dramas. On est sur YouTube, hein. Il y a eu plein de dramas. Bruno, il nous a bien fait un petit coup. Bruno. Coup, là. Il rend fou, ce type. C'est vrai. Je Extrême. deviens fou. Je perds le contrôle de ma propre vie. Je sais juste que je suis pas prêt à mourir. Non, on avait nos retours, donc en fait, même à chaque représentation, on sait ce qu'il faut améliorer pour la suivante. On sait qu'on sera jamais à la perfection. Tant mieux quelque part. Exactement. Sinon, faut toujours progresser. En fait. Exactement. Puis voilà, on apprend tout le temps, on répète le plus possible, on essaye de donner le max, quoi. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a marqué, j'ai envie que tu nous en parles, c'est les scènes de bagarre. Comment ça se prépare? En fait, l'idée de base, c'était de se dire, une scène de bagarre, c'est bien. Et on l'avait travaillé au début sans trop de direction, mais c'est très brouillon. C'est-à-dire que les premières versions qu'on avait proposées de cette scène de bagarre étaient assez bancales. C'est-à-dire qu'on savait pas trop où on se tapait, on restait très collés l'un à l'autre. Et le problème, c'est que quand tu fais une bagarre au théâtre, si c'est pas réaliste, ça fait vite ridicule, grotesque. Donc, Lilou a fait venir un de ses amis qui est cascadeur professionnel. Et on a pu bénéficier d'un super cours pendant 2 heures où on a pu travailler. Donc il a inventé la chorégraphie en fonction de nous, comme on lui décrivait la scène. C'est vrai. Simplement, s'il veut venir faire une vidéo avec nous. Il s'appelait Titouan. Non, on l'embrasse. Il était très sympa, il nous a tout appris, les mouvements de base, les rudiments, des trucs qui... Un seul coup. Ouais, on a travaillé en fait à chaque répète, après fallait la travailler. Ça c'est un des rares trucs qu'on fait, même quand on n'a pas le temps. On se dit, bon, tout ce qui est répétition, texte, tout ça, on l'a. La choré, on la met à chaque fois parce que si on oublie un coup, comment on se déplace, à quel moment, parce que tout est dans la retenue. En fait, tu donnes des vrais coups, mais retiens au dernier moment. Il y a des coups qui sont donnés, qui sont de vrais coups,
mais qui sont pas donnés là où ça fait mal. Sauf Oui. que l'angle par rapport à la scène fait que on pourrait penser que c'est fait là où ça fait mal. C'est que effectivement du travail de précision, tout ça, des trucs qu'on est obligé de revoir à chaque fois. C'est très plaisant à faire, et là où c'est intéressant, c'est que ça devient presque un automatisme qui fait que tout ce qui est texte, émotion, tout ça, tu sais que tu dois le gérer, tu sais que tu dois faut pas que ça devienne un automatisme, pardon, parce que sinon on bascule dans le robot, mais quand on Ça est... reste organique, en fait. C'est ça, exactement. Quand on passe à la bagarre, on sait qu'on peut laisser le corps faire. Il connaît, il sait ce qu'il a à faire. Hop, crochet, coup de pied là où il faut. Ah ouais, non, ouais. On sait ça, c'est comme une danse en fait presque. Ouais. Et c'est très agréable à faire. Ce petit moment où tu sais que tout va bien se passer, qu'il n'y a pas de pression. C'est sûrement mon moment préféré de la pièce. Je pensais te piéger un peu là-dessus, je pensais que tu allais nous dire quelques galères, quelques soucis, quelques appréhensions, et on te voit très confiant. Donc je me posais une question, mais tu vas peut-être me dire qu'au final c'est pas si dur, et peut-être que tu vas pouvoir l'expliquer aux gens qui nous regardent. Donc ton personnage Maurice, donc c'est le frère de Joséphine, le personnage central du film, c'est-à-dire que tu joues du film. Moi je suis déjà dans le futur en fait. On parlera droit d'adaptation plus tard, en privé. Donc de la pièce, pardon. Donc tu joues en fait un sentiment fraternel, tu joues aussi des fois de la colère. Est-ce qu'il y a un de ces sentiments qui est plus dur à jouer que d'autres, ou au final il y a une clé pour chaque, ou il y a un lieu commun entre toutes ces émotions? Est-ce qu'il y en a une que t'aimes plus jouer que d'autres, une que t'aimes moins? Qu'est-ce qui te fait peur en fait? On veut te voir un peu avoir peur, parce que là t'es trop confiant en fait. J'adore la confiance. C'est plus facile quand on fait du théâtre de jouer une émotion qui est à l'opposé. Enfin, en tout cas, à titre personnel, je trouve, de ce qu'on est vraiment. Moi, je suis pas quelqu'un qui me met en colère très facilement. C'est pas que j'ai jamais de colère, c'est juste que je l'exprime très peu. Donc, faire un rôle où je crie et que je me mets en colère, c'est assez libérateur et pas très compliqué. À l'inverse, les émotions qui sont plus proches, c'est plus difficile parce qu'il faut réussir à dissocier aussi la personne qui joue de son personnage. Je sais que la relation du coup avec ma sœur sur scène, c'est pas évident parce que dans la vraie vie j'ai une sœur, mais si, qui est formidable, que j'aime beaucoup. Extrait. C'était long alors que le film n'est pas si long, il dure 1h40. C'est fou hein, quand même, 50 000 vues pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais du coup non, c'est difficile de faire, de transposer en fait ce que je ressens dans la vie pour ma sœur avec cette fausse sœur. Forcément ça vient puiser, en même temps ça n'a rien à voir, mais il y a cette espèce de chose un peu complexe il faut faire la part des choses, mais en même temps ça aide de savoir comment on ressent vraiment la chose dans la vraie vie, et en même temps, enfin bref, beaucoup de mots pour dire que c'est plus difficile de jouer des choses qui sont proches de nous. Après effectivement chaque émotion doit avoir sa petite clé pour être déverrouillée. Ça faisait aussi partie du travail dans les répétitions, de la metteuse en scène, à chaque fois on a fait un travail à la table où on lisait le texte, et à chaque phrase limite il fallait qu'on donne l'émotion, l'expliquer par rapport au texte, parce que ok on est en colère, mais pourquoi est-ce qu'on est en colère, pourquoi notre personnage il pense ça, qu'est-ce qui fait que ça le met en colère. Enfin en fait c'est beaucoup plus complexe que juste ce qu'on voit sur scène, parce qu'il faut trouver des raisons. Faut que ça reste crédible en fait. Exactement. Donc chaque émotion va avoir sa raison, son cheminement de pensée. Je suis pas en colère parce qu'il faut être en colère, je suis pas triste parce qu'il faut être triste, c'est des choses qui se passent aussi en intérieur, des émotions qui doivent monter, voilà. Et les émotions que on connaît pas trop, en tout cas moi, exprimer la colère, c'est plus facile à monter parce que du coup, comme j'arrive pas trop à la puiser en moi, la colère, on crie et on n'est pas content, et du coup je crie et je suis pas content. Tu n'es pas que comédien de théâtre, on t'a aussi déjà vu jouer la comédie sur notre chaîne YouTube, on a eu cette chance. Est-ce que tu pourrais, là, tu nous parlais d'émotions pour les gens qui nous regardent, qui auraient certainement envie de jouer la comédie comme toi, que ça soit sur scène ou bien sur YouTube, des petits conseils comme ça, tout con? Effectivement, très très bonne question aussi, mais ça t'arrive, ça, j'ai bien compris. Non, non. Un peu méprisant quand même. Je suis désolé. Non, mais je voulais juste rebondir à ce que t'avais dit. Non, mais tu poses que des bonnes questions. Ça va, en vrai. Je l'ai mal Vraiment, pris, mais c'est vrai? Je suis désolé. Non, c'est pas vrai. Attends, je suis désolé. Non, en fait, moi, je sais que la première fois que j'ai tourné devant une caméra, on va dire pour un truc entre guillemets professionnel, c'est-à-dire pas juste on fait une vidéo entre potes parce que c'est marrant. Ça change vraiment du théâtre. Ça m'avait mis une vraie claque. C'est pas pareil de jouer sur scène que de jouer devant une caméra. On pourrait penser que c'est la même chose ou que c'est plus facile, mais en fait c'est assez terrifiant d'avoir cette espèce d'objectif là qui te regarde et tu dois incarner quelqu'un, surtout que la caméra en plus ça coupe tout le temps, il y a des coupures. En fait le théâtre c'est facile, tu traverses un rôle de A à Z, toutes les émotions, t'es porté par l'histoire aussi, ce que les gens vivent autour de toi, le cinéma, en tout cas tout ce qui est court-métrage, etc. Des fois tu tournes les scènes finales au début, des fois tu sais même pas comment ça va se finir. Enfin, il y a ce côté où on est plus dans l'efficacité que dans le ressenti. C'est très difficile de sortir devant les caméras. Pour répondre à ta question, parce que j'y viens, je pense que ce qui est important, en tout cas moi, ce qui m'a aidé, notamment pour le court-métrage, c'est d'être avec des personnes de confiance qui peuvent te faire sentir à l'aise devant la caméra. Genre avec Héloïse, c'était parfait parce que je la connais bien. Et voilà, on sait que puis bon, nous on avait déjà tourné des trucs quand on était plus petits, donc il y avait pas de soucis. Après, c'est vrai que se retrouver avec une équipe que tu connais pas et on te dit allez, sois comme ça.
Je pense lui. soit lui, voilà. Il n'y a pas d'autre secret malheureusement que le travail en amont, la répétition, le fait de savoir se mettre dans le personnage. Je mentirais en disant que c'est très facile de swiper devant la caméra et de se dire tout de suite on change. Je pense que doit y avoir quelques personnes très talentueuses pour arriver à faire ça, mais je pense surtout que ça vient avec pas mal d'expérience. Je sais pas si t'étais très à l'aise dans tes toutes premières vidéos. En fait, c'est terrible. Je veux dire, le secret, c'est de travailler avec des gens en qui on a confiance, avec des gens, en tout cas, qu'on aime, qu'on apprécie. On sait qu'on peut être à l'aise avec eux. Et si on n'a pas le choix, parce que malheureusement, des fois, ça arrive, faut arriver préparé mentalement. Et de se dire aussi que faut avoir confiance en soi aussi, je pense. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on vaut devant la caméra, on sait ce qu'on peut représenter. Donc, faut se laisser faire. Moi, c'était mon gros problème de pas avoir confiance en ce que je proposais, d'avoir l'impression de faire que des trucs nuls. La transition est super parce qu'en plus, tu viens de me parler de choses que tu faisais quand t'étais petit. Et je voulais justement revenir un peu plus sur toi, sur comment t'es rentré dans ce monde du théâtre. Le fait que tu le lies à la confiance en soi, c'est super parce que sur la chaîne, j'en parlais, moi, il y a pas si longtemps, où je voyais trop le théâtre comme quelque chose de gens qui ont confiance en eux. Mais en fait, c'est peut-être quelque chose que tu peux faire pour après avoir confiance en toi et pas quelque chose qui est réservé aux gens. Toi, j'avais vu le problème à l'envers. Et j'aimerais que tu nous expliques comment t'es arrivé là-dedans. Est-ce que c'était une évidence? Est-ce que tu étais né pour ça? Ou est-ce qu'on le devient? Moi, en tout cas, je n'étais pas né pour ça, je pense. Je sais qu'avec ma sœur et avec d'autres amis qui se reconnaîtront s'ils voient la vidéo, on adorait créer des pièces de théâtre, des courts-métrages, des petits trucs. Je pense que on a eu cette fibre un peu artistique, l'idée de proposer quelque chose. Après, est-ce que c'est né comme ça? Est-ce que c'est lié à notre environnement, comment on a grandi? Ça, je ne saurais dire. On a toujours eu ce petit plaisir. Après, moi, de base, dans la vie, j'étais quelqu'un qui, enfin, je le suis toujours, d'ailleurs, très timide, très introverti, pas tant de confiance en soi, complexé facilement. Enfin, voilà, ce genre de choses. C'est Bruno, notamment. Pas Bruno qui est en place, putain, En ce place. gars, mais il rend fou. On l'adore, il est super. Mais on l'adore, Il est je le fort, kiffe. hein. Bah oui. Après, Lilou et Célia sont mieux que Bruno, en vrai. J'ai envie de savoir, tu cachais quoi ici? Réponds-moi! Qu'est-ce que tu me caches encore de pire? Je trouve une bombe si j'arrache ta pizzerie, André. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, nom de Dieu? Toi, t'es super fort aussi, hein. Ah, merci, c'est gentil. Non, après, moi, Top 3. je dirais pas dans quel ordre. Et bref, je pense que... Non, j'avais un prof de théâtre, une école de théâtre où j'étais, qui disait que globalement, ceux qui font du théâtre, c'est qu'ils ont un problème, pas un problème d'ego, mais tous les gens qui font du théâtre ou du ciné, c'est qu'ils ont un truc à prouver. C'est soit des gens qui n'ont pas confiance en eux, soit des gens qui ont trop confiance en eux. Ah. En fait, tu as de tous les spectres, mais globalement, moi je sais que quand j'ai découvert ça, j'étais en 3e, je faisais au collège l'atelier théâtre. Et j'ai découvert ce jour-là que les gens pouvaient bien aimer ce que je proposais. J'avais crié, j'étais énervé, j'avais des profs qui m'ont dit « Je ne t'ai jamais vu comme ça ». Un prof principal, qu'on embrasse. C'est l'âge des blazes, en fait. Comment elle s'appelait déjà? Ah merde. Prof de théâtre, quand même. Oui, madame, waouh, on reprend. Big up. Prof de théâtre de 3e, madame Moreto, exceptionnelle, je crois qu'elle a arrêté l'enseignement aujourd'hui, mais qu'elle toujours, fait uniquement du théâtre. Ah oui, il est toujours. Mais elle m'a, oui, bien sûr, elle m'a ouvert des portes exceptionnelles. Et c'est ce côté, en fait, tu découvres ce que t'es capable de faire, même pas aux autres, mais juste à toi. Ouais. Tu sais, je suis capable de m'énerver, je suis capable d'être là, de prendre de la place quelque part, de proposer En place. quelque chose. Je suis capable d'être en place, effectivement. Puis t'as cette idée qui te trotte dans la tête en disant, ok, j'ai vraiment bien aimé cette expérience. Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Tu réfléchis, et puis après, j'ai eu l'occasion, effectivement, de rejoindre cette école de théâtre, alors que j'étais pas trop prédestiné à ça. Moi, de base, je voulais être vétérinaire. Ça n'a rien à voir. Mais j'ai fini là-dedans. Et puis, en fait, tu continues à apprendre sur toi-même, à te découvrir. C'est un truc très introspectif. Mais en même temps, il faut aussi avoir ce travail de groupe parce que c'est impossible d'être tout seul dans ce milieu-là. C'est très particulier. Il y a pas de gens prédestinés. En fait, je pense que chacun peut essayer. Chacun peut accrocher ou pas. Pas forcément, on n'est pas obligé. Mais toi, si un jour tu as envie de tenter, tente. On fera une vidéo ensemble, peut-être, sur ça. Un petit cours de Ouais, je serais théâtre. ravi. Je te préparerai des Ah, mais exercices. j'adore, ouais. C'est vrai. Faudrait pas que tu sois tout seul. Faudrait qu'il y ait quelques personnes avec toi, si possible. Pourquoi? Enfin, parce que c'est difficile d'être tout seul. Oui, ouais. Ou alors, il y aura pas de souci, mais c'est plus marrant les interactions. Une dernière question, quelque chose qu'on pourrait laisser là, que j'avais déjà fait avec mon ami Camille dans le dernier épisode. Si t'avais un rêve dans le théâtre, un objectif, un goal personnel, ton ballon d'or à toi, tu le laisses là, et si dans quelques années on t'y retrouve, on pourra dire que voilà, il l'avait dit, on était là. De quoi il rêve, le Rafou? Un des rêves que j'ai concernant le théâtre, en fait, il y en a plusieurs. Bon, il y a des rêves un peu moins réalisables. Globalement, les pièces qu'on avait écrites avec ma sœur quand on était plus petit, les porter un jour sur scène, ce serait fou, mais je sais pas si ça a le niveau. Et en même temps, quand je vois certaines propositions de la scène française, je me dis que on a le niveau.
C'est mignon. Ce serait trop cool, surtout que ce qu'on proposait, c'était avec un peu de réécriture, ça passerait très bien. Faut juste avoir les sous et les contacts. La deuxième chose, ça serait mais c'est un peu dans le même style, de mettre en scène, de rejouer dans la pièce que j'avais fait en troisième, qui était Le Dragon de Evgeny Schwartz. Je crois qu'il y a pas longtemps, il y a une mise en scène de Thomas Joly. Je le connaissais pas avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mais qui est un metteur en scène absolument exceptionnel. Et il a fait une mise en scène de ce spectacle du Dragon, et j'étais trop jaloux. Et j'étais là en mode, mais en fait, je veux faire ce qu'il fait. C'est magnifique, c'est merveilleux. Puis après, sinon, dans des trucs un peu plus glorieux, je dirais principalement de vivre de ça. En fait, c'est assez cliché à dire, mais ça serait bien, quoi, de pouvoir vivre. On est ensemble. Mais même toi, en fait. Ah bah, complètement, là. Bah ouais, putain. On a tous envie de vivre de ça, alors que c'est vraiment pas un milieu facile et que c'est pas un milieu où on a beaucoup de possibilités. Malheureusement, il y a peu d'élus. Cela dit, on m'avait dit une phrase, encore une fois, je cite beaucoup de phrases Régale-nous, de en mes fait. professeurs. Il nous avait dit une phrase qui était exceptionnelle. Il nous avait dit, pour réussir dans ce milieu, il faut être au bon endroit au bon moment. Pour être au bon endroit au bon moment, il faut être partout tout le temps. Oh Seigneur, la révérence. Il faut en fait ne pas arrêter de se battre pour ça, en fait, tout simplement. Des gens qui vivent de ce genre de métier, il y en a beaucoup plus qu'on pourrait penser. Des gens qui vivent extrêmement bien et qui sont multimilliardaires, et il y en a très peu. Mais des gens qui en vivent, il y en a plus qu'on pourrait le penser. Que ce soit de la création de contenu, que ce soit de YouTube, que ce soit du théâtre, que ce soit, je pense même, l'écriture de livres. Il faut juste persévérer. Je pense qu'il faut rien lâcher. Je pense que ça sera mon plus grand rêve, ça serait d'avoir la force mentale de persévérer et de pas lâcher. Et d'espérer pouvoir en vivre un jour, ce qui n'est pas facile tous les jours. Mais on te le souhaite en tout cas. On espère que dans quelques temps, tu pourras revenir sur cette vidéo et te dire que tu as réussi, que ce Rafou du futur sera fier de voir ça. On a hâte de suivre ça en tout cas. Merci pour ton temps. Je trouve que tu as donné une très belle image de ton art. Donc bravo à toi, et je pense que tu donneras peut-être envie à des gens qui ont peur de se lancer, parce que tu as donné quelque chose que j'ai bien aimé, c'est que tu as à chaque fois mis le doigt sur l'aspect collectif de la chose, et ça je trouve que ça peut être très rassurant de se dire que tu rencontres des gens qui sont comme toi, ou qui l'ont été en tout cas, si tu rencontres des gens un peu plus d'expérience. Donc j'espère que ça vous donnera envie de vous intéresser, que ce soit d'aller voir des pièces, que ce soit de rejoindre des collectifs, que ce soit même d'aller voir ta pièce. Il sera toujours disponible au moment où la vidéo sort. Elle nous a parlé d'un livre aussi, finir sur la promo, tu peux nous en dire plus? C'est tout simplement le texte de la pièce de théâtre qu'elle a écrit donc avant de nous le proposer, qui a enfin trouvé maison d'édition, qui est donc publié là depuis quelques semaines. Disponible partout, voilà, en commande sur internet, c'est super. Et puis c'est pas sponsor. Hélas. Rafou, je te remercie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner. Ça aide beaucoup la chaîne, ça nous aide à grandir. Rafou, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, le plus important, tu l'as pas? Il a pas? J'ai trop de ending de vidéo en tête. Il faut pas rester sage, ça c'est pas lui. Non mais en fait je sais. Non mais c'est par rapport au bruit, mais je n'arrive plus à le formuler. Continuez de faire du bruit. N'arrêtez pas de faire du bruit. Non, c'était la première. C'était le premier. Continuez de faire du bruit. Et Rafou, le plus important, Continuez de faire du bruit. L'unico che ti condanna, Joe, è Andrea!